C'était aujourd'hui mon 32e anniversaire. Je me suis réveillée et j'ai vérifié mon téléphone par réflexe. Il n'y avait rien de mon père, Thomas. Pas de SMS, pas d'appel. Juste un email transféré me rappelant que le dernier versement pour l'énorme fête de fiançailles de ma sœur Chloé était dû la semaine prochaine. Il dépense $20 000 rien que pour les fleurs. Cela ne m'a pas surprise. Depuis 32 ans, je suis la fille invisible de la famille Miller. Mais aujourd'hui, quelque chose en moi a fini par se briser. J'en avais assez d'attendre d'être remarquée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé ma mère, Dana, pour me défouler. Au lieu de cela, j'ai conduit 3 heures vers le nord, jusqu'à une petite maison paisible au bord d'un lac que je surveillais depuis des mois. J'ai rencontré l'agent, signé les derniers papiers et remis un chèque de banque. C'était chaque centime que j'avais secrètement économisé après des années d'heures supplémentaires. Seul sur mon nouveau quai, regardant l'eau paisible, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. J'ai pris une photo des clés dans ma main et je l'ai publiée en ligne avec une légende simple. Cadeau d'anniversaire, autocadeau. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je savais exactement ce qui se passerait quand je le rallumerais. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous me regardez dans le monde. On ne décide pas de couper les ponts avec sa famille en un seul après-midi. Cela prend des années. C'est un processus lent, comme l'eau qui goutte sur une pierre jusqu'à ce que la pierre finisse par se fendre. Pour moi, cette pierre a commencé à se fendre quand j'étais très petite. Pour comprendre pourquoi j'ai acheté cette maison au bord du lac, il faut comprendre qui j'étais dans la maison Miller. J'étais l'autre. J'étais le brouillon avant le chef-d'œuvre final. Le chef-d'œuvre, c'était ma sœur, Chloé. Mon père, Thomas Miller, était un homme qui vivait pour son public. Il ne se contentait pas d'entrer dans une pièce, il s'annonçait. Il était bruyant, charismatique et beau de cette façon qui exige qu'on le regarde. Il aimait les choses chères. Il aimait les histoires grandioses. Et par-dessus tout, il aimait les choses qui reflétaient sa propre gloire. Je ne reflétais pas sa gloire. J'étais calme. J'étais studieuse. J'avais les cheveux en bataille et les genoux écorchés, et j'aimais lire des livres dans les coins. Je n'étais pas une bête de concours, comme il appelait un jour en plaisantant les amis de Chloé. Chloé était différente. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais elle prenait 2 fois plus de place. Elle était blonde, pétillante et savait exactement comment rire aux blagues de mon père, même quand elle ne les comprenait pas. Elle était son miroir. Quand il la regardait, il voyait une jolie chose brillante qu'il avait créée. Quand il me regardait, il ne voyait que de la responsabilité. Il voyait une facture à payer, une bouche à nourrir, mais pas une histoire qu'il avait envie de raconter à ses amis au club de golf. L'effacement a commencé avec les anniversaires. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. 10 ans est un grand chiffre pour un enfant. C'est la première fois qu'on a l'impression que les 2 chiffres comptent. J'avais demandé une petite fête, juste des pizzas et quelques amis de l'école. Ma mère, Dana, avait dit oui. Elle disait toujours oui aux choses d'une manière vague et distraite, pourvu que mon père ne s'y oppose pas. Le jour de mon anniversaire, mon père est rentré tôt du travail. Mon cœur a bondi. J'ai cru qu'il s'en était souvenu. Il est là pour moi. Il a franchi la porte d'entrée en desserrant sa cravate, le visage rouge d'excitation. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé juste au-dessus de ma tête, vers ma mère. « Prépare un sac, Dana, » dit-il d'une voix tonitruante. « Et prépare Chloé. J'ai des billets pour la comédie musicale Le Roi Lion en ville. Les meilleures places de la salle. Un client a annulé. Nous devons partir dans 30 minutes. » Je me tenais là, dans le couloir, tenant un ballon dégonflé que j'essayais de gonfler. Ma mère l'a regardé, puis m'a regardé.
J'ai vu l'hésitation dans ses yeux, mais elle était faible. C'était une lueur, comme une bougie dans un ouragan. Thomas, dit-elle doucement. C'est l'anniversaire d'Aubrey. Nous avons invité les filles des voisins pour une pizza. Mon père s'est arrêté. Il a enfin posé les yeux sur moi. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air agacé, comme si j'étais un embouteillage qui le mettait en retard pour une réunion. C'est juste de la pizza, Aubrey, dit-il en forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. On peut manger de la pizza n'importe quel soir. Ce sont des places au premier rang. Sais-tu à quel point elles sont difficiles à obtenir? Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. C'était la phrase qui a défini mon enfance. Si je voulais du temps de mon père, j'étais égoïste. Si je voulais qu'il vienne à ma réunion parents-prof au lieu du récital de danse de Chloé, j'étais jalouse. Si je pleurais parce qu'il avait oublié de venir me chercher à l'entraînement de foot, je faisais du cinéma. Ce soir-là, ils sont partis. Ils ont emmené Chloé, qui sautait partout en hurlant de joie. Ils m'ont laissé avec la baby-sitter, Madame Gable, qui avait tellement de peine pour moi qu'elle m'a laissé manger de la glace pour le dîner. Quand ils sont rentrés tard ce soir-là, Chloé dormait dans les bras de mon père. Il l'a portée comme si elle était un joyau précieux. Il est passé devant ma chambre sans s'arrêter. J'ai appris la leçon à ce moment-là. On n'avait pas besoin de me le dire explicitement. Je le savais, tout simplement. Dans l'économie des Miller, Chloé était de l'or et j'étais du cuivre. En grandissant, l'écart s'est creusé. C'était une question d'argent, mais l'argent n'était qu'un symbole de l'amour. Mon père mesurait son amour en dollars. Ce n'était pas un homme qui faisait des câlins ou qui avait des conversations profondes. Il montrait qu'il tenait à quelqu'un en dépensant. Quand Chloé a eu 16 ans, il y a eu une fête dans une salle de bal d'hôtel. Il y avait un DJ. Il y avait une fontaine de chocolat. Il y avait une décapotable toute neuve avec un ruban rouge garé dans l'allée le lendemain matin. Mon père a passé toute la nuit un micro à la main, portant des toasts à sa magnifique princesse. Quand j'ai eu 16 ans, 2 ans auparavant, nous sommes allés dans un grill. C'était un bon restaurant, je ne peux pas le nier. Mais mon père a passé tout le dîner sur son BlackBerry, a envoyé des SMS à un partenaire d'affaires. Quand l'addition est arrivée, il a tendu sa carte au serveur sans lever les yeux. « Joyeux anniversaire, gamine », a-t-il dit tout en tapant. « Ne commande pas de dessert. Nous devons rentrer. J'ai un vol tôt demain. » Pas de voiture, pas de fête, juste un steak que j'avais la gorge trop nouée pour manger. Je me souviens avoir interrogé ma mère à ce sujet une fois. C'était un moment rare où nous étions seuls dans la cuisine. Elle coupait des légumes, ses mains s'agitant nerveusement. Ma mère était une femme qui s'était ratatinée pour tenir dans l'ombre de mon père. Elle était terrifiée à l'idée de le contrarier. Pourquoi est-ce différent pour Chloé? Ai-je demandé. J'essayais de garder une voix stable. Pourquoi papa fait-il tout ça pour elle et pas pour moi? Ma mère a arrêté de couper. Elle a regardé par la fenêtre vers le jardin où mon père apprenait à Chloé comment jouer au golf. Ta sœur. Elle a besoin de plus d'aide, Aubrey, dit-elle. C'était un mensonge, et nous le savions toutes les deux. Tu es si indépendante. Tu es forte. Tu n'as pas besoin de tout ce foin. Ton père sait que tu es capable. Il s'inquiète pour Chloé. C'était une façon brillante de remuer le couteau dans la plaie. Elle présentait mon abandon comme un compliment. On m'ignorait parce que j'étais forte. On m'oubliait parce que j'étais capable. Alors, je suis devenue capable. Je m'y suis plongée à fond. Si je ne pouvais pas être la fille chérie, je serais la fille parfaite. J'avais des notes excellentes. J'ai rejoint l'équipe de débat. Je gardais ma chambre impeccable. Je n'ai jamais demandé d'argent. Je n'ai jamais enfreint le couvre-feu.
Je pensais que si j'étais assez parfaite, si je ne causais aucune friction, mon père finirait par me regarder et me dire « Bon travail, Aubrey. Fois. » Mais la perfection est ennuyeuse pour un homme comme Thomas Miller. La perfection n'a pas besoin d'être réparée. Et si elle n'a pas besoin d'être réparée, il ne peut pas être le héros. Il aimait les gaffes de Chloé. Quand elle ratait un test de maths, il engageait un tuteur coûteux et faisait tout un spectacle pour la remettre sur les rails. Quand elle a eu un accident de voiture, il a volé à son secours pour gérer l'assurance et lui en acheter une plus sûre. Ses échecs étaient pour lui des occasions d'exercer son pouvoir. Mes succès étaient invisibles parce qu'ils ne nécessitaient pas son intervention. Je me souviens de ma remise de diplôme au lycée. J'étais major de ma promotion. J'avais la moyenne la plus élevée de la classe. Je devais prononcer un discours. Je l'avais répété pendant des semaines devant le miroir. Je voulais que mon père l'entende. Je voulais qu'il voie la foule m'applaudir. Ils étaient en retard. J'étais sur scène, à la moitié de mon discours, quand je les ai vus entrer au fond de l'auditorium. Mon père était sur son téléphone. Chloé lui chuchotait quelque chose en ricanant. Ils se sont assis, mais ils étaient agités. Après la cérémonie, je les ai trouvés sur le parking. Je tenais mon diplôme, le dossier lourd comme un bouclier entre mes mains. « Tu as entendu le discours ?» ai-je demandé. « On a attrapé la fin », a dit mon père en regardant sa montre. « C'était bien. Écoute, on doit se dépêcher. Chloé a un essayage de robe pour le bal de promo, et on a promis de l'emmener déjeuner avec ses amis avant. Tu peux venir si tu veux, mais ça va être une bande d'adolescentes qui hurlent. » Il ne m'a pas dit félicitations. Il n'a pas demandé à voir le diplôme. Il a simplement supposé que j'allais les suivre pour célébrer les préparatifs du bal de Chloé le jour de ma propre remise de diplôme. Je vais y aller avec mes amis, ai-je dit. Comme tu veux, dit-il, déverrouillant déjà la voiture. On se voit à la maison. Je les ai regardés partir. C'est à ce moment-là que le sentiment de « fille invisible » s'est véritablement ancré dans mes os. Je n'étais pas seulement invisible, j'étais pratique. J'étais là pour compléter les photos de famille, pour être le décor ennuyeux qui faisait briller Chloé davantage. J'ai réalisé alors que j'étais seule. J'avais une mère, un père et une sœur, mais j'étais orpheline dans ma propre maison. J'ai arrêté d'essayer de l'impressionner ce jour-là. J'ai arrêté d'essayer d'être assez bruyante pour être entendue. Au lieu de cela, je suis devenue silencieuse. Et dans le silence, j'ai commencé à planifier. Quand je suis partie à l'université, je m'attendais à ce que les choses changent. Je pensais que la distance rendrait le cœur plus tendre, ou du moins rendrait l'indifférence moins douloureuse. Mais la distance n'a fait que clarifier les choses. Elle m'a montré que le seul effort dans notre relation venait de mon côté. Je suis allée dans une université d'État, à 3 heures de là. J'avais des bourses, donc je n'avais pas besoin de demander à mon père de payer mes frais de scolarité. Il adorait ça. Il se vantait auprès de ses amis de ma sobriété et de mon bon sens. Aubrey a la tête sur les épaules, disait-il à Thanksgiving, me tapant dans le dos si fort que ça faisait mal. Elle ne me coûte pas un centime. Il disait cela comme si j'étais une voiture économique. Bon kilométrage, réparation peu coûteuse. Pendant ce temps, Chloé n'est pas allée à l'université. Elle n'était pas prête. Elle voulait explorer sa créativité. Mon père lui a financé un appartement en ville. Il a payé ses cours d'art, son book de mannequin, ses voyages en Europe pour se trouver. Je cumulais 2 emplois tout en suivant mes cours à plein temps. Je travaillais à la bibliothèque de l'université pendant la journée et je servais dans un restaurant le soir. J'ai appris la valeur d'1$ parce que je devais gagner chaque centime. Je me souviens avoir appelé à la maison un dimanche pendant ma 3e année. J'étais épuisée.
Je venais de terminer un double service et mes pieds me lançaient. « Salut, papa » ai-je dit quand il a décroché. « Aubrey, fais vite » a-t-il dit. Pas de bonjour. J'aide Chloé à emménager dans un nouveau loft. Tu n'imagines pas cet endroit. Briques apparentes, vue sur la ligne d'horizon. C'est fantastique. Je pense même acheter l'unité d'à côté comme investissement. Ça a l'air sympa, ai-je dit, regardant ma chambre de dortoir, qui avait la taille d'un placard. Je voulais juste te dire que je suis encore sur la liste du doyen. C'est génial, ma puce, dit-il, la voix distraite. Je l'entendais crier des instructions au déménageur en arrière-plan. Attention avec ce canapé. C'est du cuir italien. Il est revenu au téléphone. Écoute, je dois y aller. Chloé stresse pour la couleur de la peinture. On se parle plus tard. La ligne a coupé. On se parle plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans la logistique. Ce n'était pas prestigieux. Je gérais les chaînes d'approvisionnement pour une entreprise de fabrication de taille moyenne. C'était des feuilles de calcul, des inventaires et des délais. C'était un travail calme. Mon père ne le comprenait pas, alors il l'ignorait. Aubrey brasse des papiers, disait-il aux gens. Chloé, en revanche, avait commencé à travailler dans les relations publiques. Par travailler, je veux dire que mon père avait demandé à un ami propriétaire d'une agence de l'embaucher comme associé junior. Elle organisait des fêtes. Elle allait à des galas. Elle publiait des photos d'elle buvant du champagne à midi. Mon père traitait son travail comme si elle dirigeait une entreprise du Fortune 500. Chloé assure un max, disait-il au dîner, pendant que j'étais assise là à manger en silence. Elle a organisé ce bal de charité la semaine dernière. Vous avez vu les photos? Le maire était là. Elle a le réseau dans le sang, c'est bien la fille de son père. Il ne m'a jamais interrogée sur mon travail. Il n'a jamais demandé si j'étais heureuse. Il n'a jamais demandé si j'étais seule. Mais je faisais quelque chose qu'il ignorait. Comme je vivais simplement, pas de loft luxueux, pas de canapé en cuir italien, il me restait de l'argent à la fin de chaque mois. Et parce que j'avais appris très tôt que je ne pouvais compter sur personne, je l'économisais. Je suis devenue obsédée par la sécurité financière. Pour moi, l'argent n'était pas une question d'apparence, c'était une question de sécurité. C'était la capacité de pouvoir partir. J'ai ouvert un compte d'épargne à haut rendement dont personne dans ma famille ne connaissait l'existence. Je l'appelais mon « fonds de liberté ». À chaque salaire, je transférais immédiatement 30% dessus. Je ne prenais pas de vacances. Je conduisais une vieille berline de 10 ans. Je faisais mes courses dans des magasins de déstockage. Je cuisinais mes propres repas. Pour ma famille, j'avais l'air d'une personne ennuyeuse. Tu as besoin de vivre un peu, Aubrey, disait Chloé en regardant ma tenue avec pitié. Elle portait une robe de créateur que mon père lui avait achetée. Tu es si rigide. Papa dit que tu te comportes comme une vieille dame. Je vais bien, répondais-je. J'aime ma vie. Et c'était vrai. Parce que chaque fois que je vérifiais mon solde bancaire, le chiffre était plus gros. Ce chiffre était mon armure secrète. Plus nous vieillissions, plus la dynamique se solidifiait. J'étais la fille de service. Chloé était la fille vedette. Quand arrivaient les fêtes, on s'attendait à ce que je vienne tôt pour aider ma mère à cuisiner. Je coupais les oignons. J'arrosais la dinde. Je dressais la table. Chloé arrivait 20 minutes avant le dîner, impeccable, tenant une bouteille de vin qu'elle n'avait pas payée. Mon père se précipitait à la porte pour l'accueillir. La voilà. L'âme de la fête. Il lui servait un verre. Il l'asseyait en bout de table.
J'étais dans la cuisine en train de laver la vaisselle de préparation pour qu'on n'ait pas de désordre plus tard. Il y a environ 3 ans, lors d'un Thanksgiving, l'effacement est devenu total. Nous étions tous à table. Ma tante Sandra et ma cousine Émilie étaient là. Mon père était de très bonne humeur. Il s'est levé pour porter un toast. Je veux juste dire à quel point je suis fier de cette famille, commença-t-il. Il regarda ma mère. Puis il tourna son visage rayonnant vers Chloé. Chloé, tu as eu une année incroyable. Cette promotion est bien méritée. Tu rends le nom Miller célèbre dans cette ville. Il leva son verre. Tout le monde applaudit. J'applaudis aussi. Puis il me regarda pendant une seconde. J'ai pensé, ça y est. Il va mentionner ma promotion. Je viens de devenir directrice logistique senior. Je le lui ai dit la semaine dernière. Il m'a regardé et a dit, « Et Aubrey, merci pour la purée de pommes de terre. Elle est très onctueuse. » C'était tout. Ma carrière, mon travail acharné, ma vie, tout était réduit à une purée de pommes de terre. Ma cousine Émilie m'a regardé de l'autre côté de la table. Elle m'a adressé un petit sourire compatissant. Elle savait, mais elle n'a rien dit. Personne ne disait jamais rien. Nous jouions tous nos rôles dans le spectacle de Thomas Miller. Ce soir-là, je suis rentrée dans mon petit appartement. Je n'ai pas pleuré. J'avais passé l'âge de pleurer. Je me suis connectée à mon compte bancaire. Le chiffre approchait les 6 chiffres. Continue, me suis-je dit. Encore un peu. La goutte de trop a commencé à se former 6 mois avant mon 32e anniversaire. Mon père a commencé à parler des fiançailles de Chloé. Elle n'était même pas encore fiancée. Son petit ami n'avait pas encore fait sa demande, mais mon père planifiait déjà la fête. Ce sera l'événement de la saison, nous disait-il. Je regarde des lieux, le jardin botanique, ou peut-être le yacht club. Papa, c'est cher, ai-je dit. C'est un investissement, Aubrey, répliqua-t-il sèchement. Il faut dépenser de l'argent pour se faire des relations. C'est bon pour la famille, bon pour les affaires. Il me regarda avec dédain. Tu ne pourrais pas comprendre. Tu économises chaque centime au point de les étrangler. Je ne lui ai pas dit que mes économies de bout de chandelle signifiaient que j'avais assez pour l'apport d'une maison. Je ne lui ai pas dit que je consultais des annonces en ligne pour un chalet au bord d'un lac, un endroit où le signal téléphonique était faible et l'air pur. Je me suis tue. Je l'ai laissé planifier. Je l'ai laissé se vanter. Mais je me suis fait une promesse. Mon 32e anniversaire approchait. Je savais avec une certitude absolue qu'il oublierait. Il était trop consumé par le mariage imaginaire de Chloé. J'ai décidé que s'il oubliait, s'il laissait passer la journée sans un seul signe de reconnaissance de mon existence, j'achèterais la maison. Je ne demanderais pas de permission. Je ne demanderais pas de conseil. Je le ferais, tout simplement. La semaine précédant mon anniversaire, je suis allée visiter la maison au bord du lac. Elle était parfaite. Elle était petite, avec une véranda faisant le tour de la maison et un quai s'avançant dans une eau qui ressemblait à du verre. Elle sentait les aiguilles de pin et le silence. L'agent immobilier, une femme gentille nommée Madame Higgins, me fit faire le tour. C'est très isolé, m'a-t-elle prévenu. Est-ce ce que vous recherchez? Oui, répondis-je. C'est exactement ce que je recherche. Je lui ai dit que je la recontacterais. J'ai attendu. J'ai donné toutes ses chances à mon père. J'ai attendu que minuit sonne la veille de mon anniversaire. Rien. Je me suis réveillée le lendemain matin. Rien. Je suis allée au travail. J'ai reçu des SMS d'amis, de collègues. Même mon dentiste m'a envoyé un email automatique de « Joyeux anniversaire ». De ma famille, silence. À midi,
Mon téléphone a vibré. C'était un email de mon père. Mon cœur a fait ce petit bond stupide et plein d'espoir. Je l'ai ouvert. Objet, TR, facture fleuriste, fête Chloé. Aubrey, imprime ceci et apporte le dimanche. Je dois passer les articles en revue avec toi. Certaines de ces orchidées semblent trop chères. Pas de « joyeux anniversaire ». Juste un ordre pour faire le travail administratif de la fête de ma sœur. J'ai fixé l'écran. Les bruits du bureau se sont estompés. Le ronronnement de l'imprimante, le bavardage de mes collègues, tout est devenu silencieux. J'ai ressenti un calme étrange m'envahir. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Madame Higgins. Je la prends, ai-je dit. Je peux virer la compte aujourd'hui. Je n'ai pas répondu à l'email de mon père. J'ai terminé ma journée de travail. Je suis allé à la banque. J'ai signé les papiers. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au lac. Je me suis assise sur le quai de la maison qui m'appartenait. Ma maison. Mon nom sur l'acte de propriété. Pas la fille de Thomas Miller, juste Aubrey Miller. J'ai pris la photo. Je l'ai publiée. Cadeau d'anniversaire. Auto-cadeau. J'ai posé le téléphone sur les planches de bois du quai. Le soleil se couchait, transformant l'eau en or liquide. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons d'un air qui semblait plus vif, plus pur. Puis le téléphone a commencé à vibrer. Il a vibré une fois, puis deux, puis une vibration continue et colérique qui résonnait contre le bois. L'explosion était arrivée, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur du bruit. J'étais juste prête à regarder tout brûler. Le téléphone vibrait si fort qu'il se déplaçait lentement sur les planches de bois du quai. Il se rapprochait de l'eau. Pendant une seconde, je l'ai regardé et j'ai pensé à le laisser tomber. Ce serait facile, juste un plouf et puis le silence. Mais je ne l'ai pas laissé tomber. Je l'ai ramassé. J'avais publié la photo il y a 5 minutes. En ces 5 minutes, ma famille était passée du silence au chaos. J'ai déverrouillé l'écran. Les notifications s'empilaient les unes sur les autres. J'ai vu le nom de la discussion de groupe, Miller Family Update. Ce chat était généralement réservé aux vantardises de mon père sur ses scores de golf ou à Chloé envoyant des liens vers des robes qu'elle voulait. J'ai ouvert la discussion. Chloé, 19h02. C'est quoi ça? Chloé, 19h03. Aubrey, c'est une location? Chloe, 19H03, allo? Maman, 19h05. Aubrey, ma puce, où es-tu? Ton père demande. Papa, 19h06. Décroche ton téléphone. Chloé, 19h08. Sérieusement, tu achètes une maison aujourd'hui? Chloé, 19h09. Nous avons la réunion avec le fleuriste demain matin. Tu es en CMY conduire. J'ai fixé les messages. Pas un seul « joyeux anniversaire ». Pas un seul. J'ai fait défiler l'écran pour vérifier la date sur mon téléphone, juste pour être sûre que je ne devenais pas folle. Oui, c'était aujourd'hui, mon anniversaire. Il regardait une photo de moi tenant des clés, légendées « cadeau d'anniversaire », et leur seule réaction était la confusion et la colère. Mon père a recommencé à m'appeler. Sa photo de contact remplissait l'écran. C'était une photo de lui en smoking, l'air puissant. J'ai refusé l'appel. Mon estomac s'est noué, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était cette réalisation froide et implacable que j'avais eu raison depuis le début. Il ne se souciait pas de moi, il se souciait de ma fonction. J'étais la conductrice. J'étais l'assistante. J'étais le personnage de second plan. Les personnages de second plan n'achètent pas de maison au bord du lac.
Ils n'ont pas d'histoire à eux. Je suis remontée par le sentier qui menait du quai à la maison. L'air se rafraîchissait. La maison était vide. Je n'avais pas encore acheté de meubles. J'avais un sac de couchage, une glacière avec quelques sandwichs, une bouteille de vin bon marché et une lanterne de camping. Je suis entrée et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Le verrou a produit un claquement sourd et lourd. C'était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Je me suis assise par terre dans le salon. Les planches du sol étaient en pin large, teinté sombre. J'ai appuyé mon dos contre le mur et j'ai regardé mon téléphone s'allumer à nouveau. Papa, tu te comportes de manière extrêmement égoïste. Tout le monde est mort d'inquiétude. Appelle-moi immédiatement. J'ai répondu. Mes doigts étaient stables. Moi, je suis en sécurité. Je suis dans ma maison. Je vous parlerai demain. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. Cette nuit-là a été la première nuit du reste de ma vie. C'était étrange. J'étais seule, mais pas de cette mauvaise solitude. C'était le genre de solitude qui ressemble à de l'espace. J'ai bu mon vin dans un gobelet en plastique. J'ai mangé un sandwich au jambon. J'ai écouté les grillons dehors. J'ai pensé à l'argent. L'apport avait pris une énorme part de mes économies, mais j'avais encore un filet de sécurité. J'avais fait le calcul 1000 fois. Je pouvais payer l'hypothèque avec mon salaire. Je n'avais pas besoin d'eux. C'était cela qui était terrifiant pour eux, je n'avais pas besoin d'eux. J'ai dormi par terre dans mon sac de couchage. Je me suis réveillée avec le dos raide, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la lumière du soleil filtrer à travers des arbres qui m'appartenaient. J'ai vu des grains de poussière danser dans l'air d'une pièce qui m'appartenait. J'ai vérifié mon téléphone. 47 appels monks. 12 messages vocaux. La plupart venaient de mon père. 2 de Chloé. 1 de ma mère. J'ai écouté celui de ma mère en premier. Sa voix semblait fragile et anxieuse. Aubrey, s'il te plaît, appelle-nous. Ton père est. Eh bien, il est très contrarié. Il pense que tu fais une dépression. Dis-nous juste que c'est une location pour le week-end, d'accord? Dis-lui juste ça. Rappelle-moi. Elle voulait que je mente. Elle voulait que j'arrondisse les angles. Elle voulait que je dise « Oh, quelle sotte je fais !» C'est juste une escapade d'un week-end, pour que le monde de mon père retrouve son sens. Dans son monde, je ne pouvais pas m'offrir une maison. Dans son monde, je ne prenais pas d'initiative majeure. J'ai effacé le message vocal. Puis j'ai écouté celui de Chloé. Aubrey, c'est ridicule. Tu sais à quel point je suis stressée par la fête de fiançailles. Maintenant maman et papa se disputent à cause de toi, papa est de mauvaise humeur et il menace d'annuler la réunion avec le fleuriste. Merci beaucoup. Il faut toujours que tu ramènes tout à toi. J'ai ri, un rire sec et court. Je ramenais tout à moi? J'avais passé 3 décennies à me faire aussi petite que possible pour qu'elle puisse occuper toute la scène. Et la seule fois où je sortais de l'ombre, on m'accusait de voler la vedette. Je n'ai pas écouté les messages vocaux de mon père. Je savais ce qu'il dirait. Je savais que je devrais lui parler un jour ou l'autre, mais je voulais un café d'abord. J'ai conduit jusqu'à la petite ville voisine, j'ai acheté un café noir et un beignet, et je me suis assise sur un banc près de la marina publique. J'ai regardé les bateaux tanguer sur l'eau. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était lui. J'ai pris une gorgée de café. J'ai senti la caféine agir sur mon organisme. Je me sentais forte. J'ai fait glisser la barre pour répondre. « Allô, papa ?» ai-je dit. Ma voix était calme. Elle sonnait plus grave que d'habitude. « Où diable es-tu » Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a juste aboyé. « Je suis chez moi » ai-je dit.
À l'éclair. Chez toi? Il cracha le mot comme si c'était du poison. Arrête de dire ça. C'est une location. Ta mère m'a dit que c'était une location. Ce n'est pas une location, papa. Je l'ai acheté. J'ai signé hier. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd et dangereux. Je l'entendais respirer. Je pouvais imaginer son visage prendre cette teinte de rouge foncé qu'il avait quand un serveur se trompait dans sa commande. Tu as acheté une maison? Répéta-t-il lentement. Sans me consulter? Oui. Sans me demander ma permission? J'ai 32 ans, papa. Je n'ai pas besoin de permission. Tu fais partie de cette famille. Hurla-t-il. Le téléphone grésillait. Nous prenons les décisions ensemble. As-tu la moindre idée de l'image que cela renvoie? Chloe va a fiancé. Nous essayons de présenter un front uni, une image de réussite. Et toi, tu t'en vas acheter une. Une cabane dans les bois. Ce n'est pas une cabane. C'est une propriété de 3 chambres au bord du lac. Et comment as-tu payé ça? Sa voix devint plus basse, soupçonneuse. As-tu fait un prêt? As-tu mis mon nom sur un document? Si tu as utilisé mon nom comme garant sans me demander, Aubrey, je te jure devant Dieu que je te poursuis en justice. Cela m'a fait mal. Cela n'aurait pas dû, mais ça l'a fait. Il pensait que j'étais une voleuse. Il me pensait incompetente. Je n'ai pas utilisé ton nom, ai-je dit. J'ai utilisé mon argent. Quel argent? Tu travailles dans un entrepôt. Je travaille dans la gestion logistique, et j'ai économisé mon argent. J'économise depuis 10 ans. Des conneries, dit-il. Tu ne peux pas t'offrir une maison pareille. Tu me mens. Qui t'a donné l'argent? C'est un petit ami? Tu t'es endetté? Papa, ça suffit, ai-je dit. Je n'ai pas crié, mais j'ai mis de l'acier dans ma voix. J'ai acheté la maison avec mes économies. C'est fait. Les papiers sont signés. Tu vas la vendre, dit-il. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Tu vas la mettre en vente lundi. Nous avons besoin de cette liquidité. Le mariage de Chloé va coûter cher. Et si tu es assise sur un tas de cash, tu devrais contribuer à la famille, pas le cacher dans les bois. Ma main s'est serrée sur le téléphone. C'était là, la vérité toute nue. Il ne se souciait pas du fait que j'ai accompli quelque chose. Il était juste furieux de ne pas pouvoir dépenser mon argent pour Chloé. Je ne la vends pas, ai-je dit. Pardon? Je ne la vends pas. C'est ma maison. C'est mon foyer. Tu es égoïste, siffla-t-il. Tu as toujours été égoïste. Ta sœur traverse la période la plus importante de sa vie, et toi tu essaies de la saboter. Tu essaies de me faire passer pour un mauvais père. Les gens vont se demander pourquoi ma fille vit seule dans les bois. Ils vont penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Laisse-les penser ça, dis-je. Aubrey, écoute-moi. Je suis ton père. Je sais ce qui est bon pour toi. Tu n'es pas assez stable pour posséder une maison. Tu es impulsive. Regarde-moi ça. Tu t'es enfui un mardi, comme ça, au hasard. Ce n'était pas un mardi au hasard, dis-je doucement. Quoi? C'était mon anniversaire. Encore le silence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait s'excuser. J'ai cru que peut-être, juste peut-être, la honte allait le frapper. Et alors? Dit-il. J'ai fermé les yeux. Alors, je me suis acheté un cadeau, dis-je, puisque tu as oublié. Oh, ne commence pas avec ton numéro de victime, grommela-t-il. Je suis un homme occupé, Aubrey. Je dirige une entreprise. Je gère l'événement de Chloé.
Je n'ai pas le temps de noter chaque date sur le calendrier. Si tu voulais une fête, tu n'avais qu'à demander. Mais non, il faut que tu fasses ton cinéma. Il faut que tu ailles acheter une maison pour me punir. Ce n'est pas pour te punir, papa. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est ce que tu ne comprends pas. J'ai regardé l'eau. Un canard nageait à la surface, laissant derrière lui un sillage en forme de V. La maison est à moi, dis-je. Je parlais lentement, en articulant chaque mot. L'argent est à moi. La décision est à moi. Si tu ne vends pas cette maison, menaça-t-il, n'attends plus jamais aucune aide de ma part. Je n'ai jamais eu aucune aide de ta part, papa, dis-je. J'ai payé mon université. J'ai trouvé mon travail. J'ai acheté ma voiture. Et maintenant, j'ai acheté ma maison. Tu n'as rien pour me menacer. Il a bafouillé. Il a réellement bafouillé. Il n'avait aucun levier. Il tirait des manettes qui n'étaient plus reliées à rien. Tu es une ingrate, dit-il. Ne te donne pas la peine de venir au dîner de dimanche. Je ne veux pas voir ta tête avant que tu aies retrouvé tes esprits. D'accord, répondis-je. Au revoir, papa. J'ai raccroché. Ma main tremblait. Tout mon corps tremblait, en fait. C'était l'adrénaline. C'était la terreur d'avoir enfin dit ce que je voulais dire depuis 20 ans. Je suis restée assise sur le banc pendant un long moment. J'ai regardé les bateaux. J'ai regardé les nuages passer. Je me sentais plus légère. J'avais été désinvitée du dîner de dimanche. Pendant des années, cela m'aurait anéanti. J'aurais supplié pour être pardonnée, j'aurais tout fait pour être réintégrée dans le cercle. Mais maintenant, je pensais au dîner de dimanche. Je pensais à l'attention. Je pensais à mon père critiquant ma tenue. Je pensais à Chloé parlant d'elle-même pendant 2 heures, pendant que je remplissais son verre de vin. Je pensais à faire la vaisselle pendant qu'il regardait la télé. Et puis j'ai pensé à ma maison au bord du lac. J'ai pensé au fait d'être assise sur mon quai avec un livre. J'ai pensé au fait de cuisiner un repas que j'avais envie de manger. J'ai pensé au silence. J'ai réalisé qu'il ne m'avait pas puni, il m'avait libérée. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mes contacts. J'ai fait défiler jusqu'à papa. J'ai mis la sonnerie en mode silencieux. Puis je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. J'avais beaucoup de travail à faire. Je devais acheter un lit. Je devais mettre l'électricité à mon nom. Je devais faire des courses. Mais d'abord, je devais gérer les retombées. Parce que je connaissais Thomas Miller. Il ne s'arrêterait pas à un coup de téléphone. C'était un homme qui avait besoin de gagner. Et s'il ne pouvait pas me contrôler, il essaierait de me détruire. Je me suis garée dans mon allée. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un SMS de ma cousine, Emily. Emily, hi Ob. Ça va? L'oncle Thomas vient d'appeler ma mère. Il raconte à tout le monde que tu as fait une crise de nerfs et que tu t'es enfui. Il dit que tu es instable. J'ai fixé l'écran. Le récit était déjà en train d'être réécrit. Il peignait par-dessus la vérité. Il transformait la fille indépendante en fille folle. J'ai pris une grande inspiration. Laisse-le peindre, pensais-je. J'ai les clés. J'ai répondu à Émilie. Moi, je vais bien, et aime. Mieux que bien. Je t'enverrai l'adresse, viens me voir quand tu pourras. Je suis montée sur mon Porsche. Je n'ai pas regardé en arrière. La guerre avait commencé, mais je me battais enfin sur mon propre terrain. La première semaine à la Maison du Lac a été la semaine la plus calme de ma vie. C'était une sensation physique, ce calme. C'était comme un linge frais sur un front fiévreux. J'ai acheté un matelas. J'ai acheté une cafetière.
J'ai acheté un fauteuil confortable face à la fenêtre. J'allais au travail tous les jours. Je faisais mon job. Ieri entrai. Je n'avais pas à gérer l'ego de qui que ce soit. Je n'avais pas à m'excuser d'exister. Mais le silence dans la famille Miller n'est jamais vraiment le silence. C'est juste la grande inspiration avant le hurlement. Je savais que mon père ne me laisserait pas partir si facilement. Thomas Miller ne perdait pas les gens, il les jetait. Comme il ne m'avait pas jeté, c'est moi qui étais parti, il devait réécrire l'histoire pour faire croire que lui était la victime. Cela commença par un appel de ma tante Sandra un mardi soir. Sandra est la sœur de ma mère. C'est une femme gentille, mais elle est faible. Elle a horreur des conflits. Elle préférerait accepter un mensonge plutôt que de déclencher une dispute. D'habitude, elle ne m'appelait que pour les fêtes. Allô, tante Sandra, dis-je. J'étais en train de peindre le mur du salon en blanc crème. Aubrey, murmura-t-elle. Elle avait l'air terrifiée. Oh, merci mon Dieu que tu es décroché. Est-ce que tu vas bien? Es-tu en sécurité? J'ai posé le pinceau. Je vais bien. Pourquoi chuchotes-tu? Ton père, dit-elle. Tu as disparu. Il est venu dîner hier soir. Il était presque en larmes. Aubrey, il a dit que tu avais fait une crise. J'ai senti une pointe de froid dans ma poitrine. Une crise? Il a dit que tu te comportais de manière erratique depuis des mois. Que tu te parlais à toi-même, que tu cachais de l'argent. Il a dit que tu t'étais enfui dans les bois et que tu refusais de dire à quiconque où tu es parce que tu es paranoïaque. Il pense que tu es peut-être en train de faire une dépression nerveuse. J'ai regardé autour de moi dans mon salon. C'était propre. C'était organisé. Les factures étaient payées. Je venais de prendre un dîner sain. J'étais plus saine d'esprit que je ne l'avais jamais été. Il ment, Sandra, dis-je calmement. Il avait l'air si inquiet, ma puce. Il a dit que tu avais dépensé toutes tes économies pour une bicoque qui tombe en ruine. Il a dit qu'il t'avait proposé son aide, de t'emmener voir un médecin, et que tu lui avais hurlé dessus. C'était magistral. Il avait pris la vérité. J'ai acheté une maison et j'ai posé une limite, et l'avait tordue jusqu'à ce que j'aie l'air d'un monstre et lui d'un saint. Il préparait le terrain pour que, si jamais je parlais contre lui, personne ne me croie. Je ne serais que la fille folle. Écoute-moi, dis-je. Je vais t'envoyer une vidéo tout de suite. Reste en ligne. Je suis passé en FaceTime. Sandra a accepté. Son visage est apparu sur mon écran, l'air anxieux et pâle. J'ai retourné la caméra. Voilà la bicoque, Sandra, dis-je. Je lui ai montré la maison. Je lui ai montré les parquets. Je lui ai montré la cuisine moderne. Je lui ai montré la vue sur le lac où la lune se reflétait sur l'eau. Je lui ai montré mon sac de travail près de la porte, prêt pour le matin. Est-ce que ça ressemble à la maison de quelqu'un qui fait une crise de nerfs? Demandai-je. Sandra resta silencieuse un moment. C'est magnifique, Aubrey. Ça a l'air très paisible. C'est paisible. Je l'ai acheté avec l'argent que j'ai économisé en faisant des heures supplémentaires pendant 10 ans. Papa n'a pas proposé de m'aider. Il m'a crié dessus parce que je ne voulais pas la vendre pour payer la fête de Chloé. Sandra soupira. C'était un soupir lourd et triste. Elle me croyait. La preuve était sous ses yeux. Mais accepter la vérité signifiait accepter que son beau-frère était un menteur, et Sandra n'en avait pas la force. Il est juste stressé, dit-elle faiblement. Le mariage, c'est beaucoup de pression. Peut-être que tu devrais juste l'appeler et t'excuser, juste pour calmer le jeu. Non, dis-je. Aubrey. Non. Je ne m'excuserai pas d'avoir acheté une maison. Je ne m'excuserai pas de vivre ma vie.
Tu peux lui dire que je suis en sécurité. Tu peux lui dire que la maison est ravissante, mais ne lui dis pas où je suis. S'il se pointe ici, j'appelle la police. Sandra eut un hoquet. Tu ne ferais pas ça. Si. Bonne nuit, tante Sandra. J'ai raccroché. Ce fut le scénario des 2 semaines suivantes. Mon téléphone vibrait avec un message d'un parent ou d'un ami de la famille. Ils commençaient tous sur le même ton hésitant, je prends juste des nouvelles, ou je pense à toi. Ils tâtaient le terrain. Ils voulaient savoir si les rumeurs étaient vraies. Est-ce qu'Aubrey Miller perdait la tête? Je ne me suis pas fâchée. Je n'ai pas écrit de longs paragraphes pour me défendre. Je n'ai pas hurlé. J'ai simplement répondu par des faits. À mon oncle Bob, qui me demandait si j'avais besoin d'un prêt pour un traitement, j'ai envoyé une capture d'écran de ma cote de crédit, 8 cents, et une photo de mon potager. Je vais super bien, Bob. Les tomates arrivent bien. À ma cousine Sarah, qui me demandait si j'étais en sécurité seule dans les bois, j'ai envoyé une photo de mon nouveau système de sécurité et de mon très grand chien, très calme, que je venais d'adopter au refuge. Il s'appelait Buster. En sécurité totale. Buster te dit bonjour. J'ai refusé d'entrer dans le mélodrame. J'ai pratiqué la technique de la pierre grise. Je ne leur ai rien donné sur quoi s'appuyer. S'ils voulaient de l'hystérie, ils devaient aller voir Thomas. S'ils venaient vers moi, ils trouvaient l'ennui. Et lentement, le récit de mon père commença à se fissurer. Ma cousine Emily Rhodes fut la première à me dire que le vent tournait. Emily et moi avions toujours été en bons termes, mais nous n'étions pas les meilleurs amis du monde. Elle était observatrice, cependant. Elle est venue me voir un samedi. Elle a apporté une bouteille de vin et une plante pour la crémaillère. Nous nous sommes assises sur le quai, les pieds dans l'eau. Il pète les plombs, dit Emily en buvant une gorgée de vin. L'oncle Thomas. Il raconte son histoire à qui veut l'entendre, mais il ne cesse de changer les détails. D'abord tu étais déprimé, puis maniaque, puis tu avais rejoint une secte. La semaine dernière au club, il a dit à M. Henderson que tu lui avais volé de l'argent pour acheter cet endroit. Je me suis raidie. Il a dit que j'avais volé? Ouais. Mais voilà le truc, Aubrey, M. Henderson te connaît. Il a fait appel à ta boîte de logistique. Il sait que tu es quelqu'un de réglo. Il a regardé Thomas comme s'il avait 3 têtes. Emily a ri. Et puis Chloé. Oh mon Dieu, Chloé. Chloé publie des trucs sur sa fête de fiançailles non-stop, mais elle se plaint du budget. Les gens commencent à faire le calcul. Ils te voient mener une vie calme et stable, et ils voient Thomas et Chloé transpirer et hurler. Ça leur donne un air vulgaire. Volar, erptaie. J'aimais bien ce mot. Ouais, cette vulgarité désespérée. Le fait que tu gagnes la guerre du silence le rend fou. Il veut une bagarre, Aubrey. Il a besoin que tu lui répondes en hurlant pour pouvoir te pointer du doigt et dire « Vous voyez? Elle est folle. » Mais toi, tu te contentes de jardiner. J'ai regardé mes mains. Elles étaient sales à cause de la terre. C'étaient des mains fortes. J'ai fini de me battre et dis-je. Je vis, c'est tout. Mais Thomas n'en avait pas fini. Il réalisa que la pression sociale ne fonctionnait pas. Je ne revenais pas au bercail simplement parce qu'il me calomniait. Alors, il utilisa son arme préférée, l'argent. Il ne pouvait pas me couper les vivres parce qu'il ne m'entretenait pas. Il ne pouvait pas me licencier parce que je ne travaillais pas pour lui. Mais il pouvait essayer de me faire payer pour la chose même qui le détruisait, la perfection de Chloé. La fête de fiançailles était dans 2 semaines. C'était censé être l'événement de la saison. Mon père avait réservé la grande salle de bal du plus bel hôtel de la ville. Il avait engagé un orchestre de 10 musiciens.
Il avait commandé des milliers d'orchidées blanches. C'était une célébration digne de la royauté. Le seul problème, c'est que Thomas Miller n'était pas un roi. C'était un homme avec beaucoup de cartes de crédit et beaucoup de fierté, et les comptes ne tombaient pas justes. Je savais qu'il était en difficulté parce que les demandes indirectes commencèrent à arriver. Ça commença par ma mère. Elle m'appela pendant que j'étais au travail. Elle avait l'air essoufflée, comme si elle marchait vite. Aubrey. Salut. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Ton père est en réunion. Salut, maman. Nous faisons le décompte final pour la fête. Est-ce que tu viens? Je n'ai pas été invitée, maman. Papa m'a désinvitée, tu te souviens? Oh, c'était juste sous le coup de la colère, dit-elle rapidement. Bien sûr que tu es invitée. Tu es de la famille. Écoute, nous avons un petit souci avec le traiteur. Il y a eu un malentendu avec le transfert de la compte. Les fonds de ton père sont bloqués dans un investissement à court terme jusqu'au mois prochain. Nous avons juste besoin de faire le pont. Je continuais à taper sur mon clavier, poursuivant mon travail. De combien est le trou? 5 000 $. J'arrêtai de taper. 5 000 $ pour un malentendu? Maman, dis-je, je viens d'acheter une maison. J'ai une hypothèque. J'ai des réparations. Je n'ai pas 5 000 $ à vous prêter. Ce n'est pas vraiment un prêt, dit-elle, sa voix montant dans les aigus. C'est. Eh bien, vois ça comme ton cadeau pour ta sœur. Tu ne lui as pas encore acheté de cadeau de fiançailles. Et comme tu t'en sors si bien, tout le monde dit que la maison est ravissante. Non, Aubrey, s'il te plaît. Ton père va être tellement furieux si le menu est déclassé. Il a promis les queues de homard à Chloé. Alors papa devrait payer pour les queues de homard, dis-je. Oh Chloé. Pourquoi Chloé ne paie-t-elle pas? Chloé n'a pas ce genre d'argent. Elle commence tout juste dans la vie. Chloé avait 30 ans. Elle commençait tout juste, depuis une décennie. Je suis désolée, maman. La réponse est non. Je ne peux pas vous donner d'argent. Elle me raccrocha au nez. Pas de message d'adieu. Juste un clic. 2 jours plus tard, Chloé m'envoya un SMS. Chloé, je sais que c'est bizarre entre nous en ce moment, mais j'ai vraiment besoin d'un service. Le DJ exige le paiement final d'ici vendredi, sinon il se désiste. Papa stresse et je ne veux pas l'embêter. Peux-tu t'en charger? C'est 2500 $. Je te rembourserai après le mariage. J'ai regardé le SMS. Je te rembourserai. Je savais que c'était un mensonge. Dans cette famille, l'argent ne circulait que dans un sens, vers Chloé. Il ne revenait jamais. Moi, je ne peux pas faire ça, Chloé. J'ai un budget strict avec une nouvelle maison. Chloé, t'es vraiment qu'unesse. Sérieux? T'as une maison entière et tu peux pas aider ta sœur? Tu gâches ma fête exprès. T'es jalouse. Moi, je ne suis pas jalouse. Je suis fauchée. Demande à papa. Chloé, papa est à sec parce qu'il a tout dépensé pour que ce soit parfait pour moi. Contrairement à toi, lui il s'intéresse vraiment à moi. Elle l'avouait. Elle avouait qu'il était à sec. La façade s'écroulait. Mon père avait dépensé chaque centime qu'il possédait, et probablement certains qu'il n'avait pas, pour essayer de maintenir cette image de richesse. Et maintenant que les factures arrivaient réellement, il paniquait. Il avait toujours compté sur le fait que, si les choses devenaient difficiles, il pouvait tyranniser la famille pour qu'elle absorbe les coups. Mais je n'absorbais plus rien. La véritable humiliation eut lieu 3 jours avant la fête. J'étais à mon bureau au travail. Mon téléphone professionnel sonna. Je ne reconnus pas le numéro. Aubrey Miller à l'appareil.
Bonjour, mademoiselle Miller. C'est Sarah, de la boutique Pétales et Vignes. Mon estomac se noie. Je connaissais Sarah. J'avais fait appel à elle pour des événements d'entreprise par le passé. C'était elle qui s'occupait des fleurs pour la fête de Chloé. Bonjour Sarah. Comment allez-vous? Eh bien, je me sens un peu gênée, pour être honnête, dit-elle. Je vous appelle au sujet de la facture pour l'événement Miller de ce samedi. D'accord. Je n'organise pas cet événement. Je sais. Mais le numéro de contact sur le dossier est celui de votre père et il... Eh bien, il ne répond pas. Et sa boîte vocale est pleine. Bien sûr qu'elle était pleine. Il fuyait ses créanciers. Quel est le problème, Sarah? Le chèque a été rejeté, Aubrey. J'ai fermé les yeux. La honte était brûlante, même si ce n'était pas ma faute. Il nous a fait un chèque pour le solde, 12 000 $, et il nous est revenu ce matin. Provision insuffisante. Nous avons déjà commandé les orchidées. Elles sont dans la chambre froide, mais mon patron dit que nous ne pouvons pas charger le camion samedi, à moins d'avoir un chèque de banque certifié, ou une carte de crédit qui passe aujourd'hui. Elle marqua une pause. Je sais que c'est généralement vous qui gérez la logistique pour votre famille. Pouvez-vous nous aider? Sinon, nous devons annuler la commande. C'était le moment. C'était le moment sur lequel Thomas avait compté. Il supposait que s'il se plantait, je serais trop embarrassée pour laisser le nom de la famille être terni. Il supposait que je volerais à son secours pour sauver les apparences. J'ai regardé mon compte bancaire sur l'écran. J'avais l'argent. Je pouvais payer. Ça me ferait mal, mais je pouvais le faire. Je pouvais sauver la fête. Je pouvais sauver les fleurs de Chloé. Je pouvais sauver mon père de l'humiliation d'une salle de bal sans fleurs. J'ai pensé aux anniversaires qu'il avait oubliés. J'ai pensé à la remise de diplôme qu'il avait manqué. J'ai pensé au fait qu'il m'ait traité d'instable devant toute la famille élargie. Sarah, dis-je clairement, je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive. Vous faites un travail formidable. Merci, dit-elle, pleine d'espoir. Mais je ne suis pas impliquée dans cet événement. Je n'en suis pas financièrement responsable. Ne débitez pas ma carte. Ne comptez pas sur moi pour le paiement. Oh, fit-elle, sa voix retombant. D'accord. Mais que dois-je faire? Si je ne suis pas payée avant 17 heures, il n'y aura pas de fleurs. Appelez ma sœur, Chloé, dis-je. Ou appelez l'hôtel et demandez-leur de faire une annonce pour mon père. Mais Sarah, s'il ne vous paie pas, ne livrez pas les fleurs. Ne travaillez pas gratuitement. D'accord, dit-elle. Merci, Aubrey. Elle raccrocha. Je restai assise sur ma chaise à fixer le mur. J'avais l'impression de venir de couper la corde qui retenait une lourde encre. J'appris plus tard ce qui s'était passé. Sarah appela Chloé. Chloé fit une crise de nerfs. Elle hurla sur mon père. Mon père dut aller à la banque et contracter un prêt personnel d'urgence à taux élevés juste pour obtenir le liquide nécessaire pour payer le fleuriste. La fête eut lieu, mais l'ambiance n'y était pas. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Les fleurs étaient là, mais il y en avait beaucoup moins que prévu. Le champagne n'était pas français, c'était du vin pétillant de Californie. Et mon père avait l'air affreux. Sur chaque photo, il semblait en âge. Son sourire était trop large, trop forcé. Il ressemblait à un homme qui retenait un plafond qui s'écroule à main nue. Les gens s'en sont rendus compte. Ma cousine Émilie m'envoya un SMS le soir de la fête. Émilie, tu n'es pas là, et honnêtement, tant mieux pour toi. L'ambiance est bizarre. L'oncle Thomas boit énormément. Il n'arrête pas de s'en prendre au serveur. Et Chloé pleure dans les toilettes parce que la fontaine de chocolat est tombée en panne.
Tout le monde demande où tu es. Thomas leur dit que tu es malade, mais personne ne le croit. Aubrey, pour la première fois de ma vie, il a l'air petit. J'ai lu le SMS assise sur mon porche, enveloppé dans une couverture, en regardant les lucioles. Pendant 30 ans, mon père avait utilisé l'argent pour nous contrôler. Il s'en était servi pour acheter l'amour, pour acheter le silence, pour acheter l'obéissance. Mais il s'était retrouvé à court d'argent. Et parce que j'étais parti, il s'était retrouvé à court de victimes. Il commençait à réaliser que sans public, le spectacle n'est que l'histoire d'un homme seul qui hurle dans une salle vide. Mais il n'en avait pas fini. L'embarras de la fête et le fait que j'ai refusé de le renflouer avaient transformé sa gêne en rage. Il m'en voulait. Il ne s'en prenait pas à sa mauvaise gestion, il s'en prenait à ma trahison. Et puisqu'il ne pouvait pas atteindre mon argent, il décida de s'en prendre à la seule chose que j'appréciais plus que mes économies. Il décida de s'en prendre à mon travail. J'avais toujours pensé qu'il y avait un mur entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Ma famille était chaotique, bruyante et épuisante. Mon travail était structuré, logique et juste. Je protégeais ce mur. Je n'avais jamais parlé de mon père au bureau. Je n'avais jamais ajouté ma sœur sur LinkedIn. Je gardais mes deux mondes complètement séparés. Mais Thomas Miller ne respecte pas les murs. S'il ne peut pas passer par la porte, il brûle la maison. Cela arriva un mercredi matin, 3 jours après la désastreuse fête de fiançailles. J'étais en train de faire un bilan trimestriel avec mon équipe. Nous discutions des itinéraires d'expédition pour la saison des fêtes à venir. Je me sentais bien. Je me sentais en confiance. Puis ma manager, Marissa Grant, apparut à l'entrée de la salle de conférence. Marissa est une femme sérieuse. Elle n'interrompt jamais une réunion à moins que le bâtiment ne soit en feu. « Aubrey » dit-elle. Son visage était indéchiffrable. « Peux-tu venir dans mon bureau, tout de suite ?» Mon estomac se noua. La pièce devint silencieuse. Je me levai en lissant ma jupe, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Je me dirigeai vers son bureau. En entrant, j'y vis Jackie Turner. Jackie est la directrice des ressources humaines. Je vais être licenciée, pensais-je. Je ne savais pas pourquoi, mais la vieille peur, celle avec laquelle j'avais vécu enfant, ressurgit. Je supposais que j'avais fait quelque chose de mal. Je supposais que j'allais avoir des ennuis. « Assieds-toi, Aubrey » dit Marissa. Elle ferma la porte. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je. Ma voix semblait fragile. Marissa s'assit derrière son bureau. Elle avait l'air en colère, mais pas contre moi. Elle prit une feuille de papier. C'était l'impression d'un email. « Nous avons reçu un email ce matin » dit Marissa. Il a été envoyé à la boîte de réception générale de la direction, mais j'ai été mise en copie, ainsi que le vice-président des opérations. Il provient d'un certain Thomas Miller. L'air quitta mes poumons. Mon père, murmurai-je. Il prétend être inquiet, dit Jackie avec douceur. Elle se pencha en avant. Aubrey, je veux que tu saches que nous sommes tenus d'enquêter sur toute plainte déposée contre un employé, mais nous savons aussi qui tu es. Nous connaissons ton travail. Que dit-il ? Demandai-je. Marissa fit glisser la feuille sur le bureau. Je ne voulais pas la toucher. Elle me semblait contaminée. Mais je regardais. Objet, préoccupation urgente concernant le personnel, Aubrey Miller. À qui de droit ? Je vous écris en tant que père inquiet. Cela me coûte de le faire, mais je sens que j'ai l'obligation morale de vous avertir. Ma fille Aubrey Miller, qui gère les finances et la logistique pour votre entreprise, a récemment subi une grave crise psychologique. Elle a manifesté un comportement erratique, de la paranoïa et une extrême irresponsabilité financière.
Elle a coupé tout contact avec sa famille et a effectué des achats impulsifs et dangereux. Nous pensons qu'elle est instable. Étant donné qu'elle a accès aux comptes de votre entreprise, j'ai pensé qu'il était prudent de vous alerter. Elle pourrait constituer un risque. Je vous suggère fortement d'auditer ses comptes immédiatement et de la mettre en congé jusqu'à ce qu'elle cherche l'aide professionnelle que nous essayons de lui fournir. Sincèrement, Thomas Miller. Je le lus 2 fois. Il ne faisait pas que se défouler, il essayait de me faire licencier. Il essayait de détruire mon gagne-pain. Il savait que si je perdais mon travail, je perdrais la maison. Et si je perdais la maison, je serais obligé de ramper pour revenir vers lui. C'était l'acte le plus violent que quiconque m'ait jamais infligé. Il ne m'avait pas frappé, mais il essayait de m'affamer. Je regardais Marissa. Les larmes me montaient aux yeux. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de pure et brûlante humiliation. Ce n'est pas vrai, dis-je. Rien de tout cela n'est vrai. Nous le savons, dit Marissa fermement. Je clignai des yeux. Aubrey, tu travailles ici depuis 5 ans, continua Marissa. Tu es la personne la plus organisée et la plus fiable de ce département. Nous avons justement audité les comptes le mois dernier. Chaque centime est justifié. Nous savons que tu ne voles pas et nous savons que tu n'es pas folle. Jackie, la représentante des RH, prit la parole. Cet email ne ressemble pas à celui d'un père inquiet, Aubrey. Il ressemble à du harcèlement. Il utilise des mots-clés spécifiques du monde de l'entreprise pour essayer de déclencher une enquête. C'est malveillant. Je me laissai tomber contre le dossier de ma chaise. Il est furieux parce que j'ai acheté une maison sans sa permission et parce que je n'ai pas voulu lui donner de l'argent pour la fête de ma sœur. Les yeux de Marissa s'agrandirent. C'est tout? C'est pour ça qu'il a envoyé ça? Oui. Marissa se leva. Elle avait l'air furieuse. D'accord. Voici ce qui va se passer. Jackie va rédiger un rapport formel documentant cela comme un harcèlement externe. Nous bloquons son adresse e-mail sur nos serveurs. S'il appelle ici, la réception a reçu pour instruction de raccrocher. La sécurité a été prévenue qu'il n'est pas autorisé à pénétrer sur les lieux. Vous me protégez? Demandai-je. Bien sûr que nous le faisons, dit Marissa. Tu es notre employé. Lui, ce n'est qu'un tyran. Je sortis de ce bureau 10 minutes plus tard. Je n'étais pas licencié. J'étais en sécurité. Pour la première fois de ma vie, une figure d'autorité avait regardé Thomas Miller et l'avait vu tel qu'il était réellement, un homme triste et vindicatif. Il pensait que son charme fonctionnerait sur ma patronne. Il pensait que son statut les effraierait. Mais dans le monde réel, le monde où les gens travaillent dur et disent la vérité, il n'avait aucun pouvoir. Je retournai à mon bureau. Je m'assis et je réalisai une chose, il avait tiré sa dernière cartouche. Il avait utilisé l'option nucléaire, et elle avait échoué. Après cette tentative de sabotage, quelque chose en moi se changea en glace. Ce n'était pas le genre de glace qui se brise, c'était celle qui dure. J'avais fini d'être triste. J'avais fini d'avoir peur. J'ai passé ce samedi matin à faire de l'admin. C'est ainsi que je l'appelais. En réalité, c'était une amputation. Je me suis connecté à mon portail d'assurance santé. J'ai retiré Thomas Miller comme contact d'urgence. J'ai effacé son numéro. J'ai ajouté ma voisine, Madame Gable, celle qui me donnait des glaces quand j'étais petite. J'avais repris contact avec elle récemment. Elle était ravie d'être sur la liste. J'ai appelé ma banque. J'ai mis un mot de passe sur mon compte qui exigeait une confirmation verbale pour tout changement. Je leur ai dit spécifiquement, mon père pourrait essayer d'usurper mon identité ou de prétendre avoir une procuration. Il n'a aucune autorisation. Puis je me suis assise à mon ordinateur portable sur le comptoir de ma cuisine.
Le lac était calme dehors. Je me suis fait une tasse de thé. J'ai ouvert ma boîte mail. J'ai rédigé un message. J'ai ajouté les adresses e-mail de chaque tante, oncle et cousin que j'avais. J'ai ajouté les amis de la famille. J'ai ajouté tous ceux qui avaient chuchoté sur mon compte. Objet, aller de l'avant. Chère famille. Beaucoup de rumeurs ont circulé sur mon compte récemment. J'écris ceci pour clarifier la situation une fois pour toutes afin qu'il n'y ait plus de confusion. Je ne fais pas de dépression nerveuse. Je ne suis pas instable. Je vis heureuse dans ma nouvelle maison et je réussis dans mon travail. Cependant, en raison d'événements récents, et spécifiquement de la tentative de Thomas de me faire licencier en propageant de fausses allégations, j'ai pris la décision de couper définitivement tout contact avec Thomas et Dana Miller. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. C'est une décision prise pour ma propre sécurité et ma propre paix. Ces actions ont franchi la ligne, passant d'une dynamique familiale difficile à un harcèlement actif. Je vous aime tous et j'aimerais rester en contact avec vous individuellement. Mais comprenez, s'il vous plaît, que je ne discuterai pas de mon père. Je n'assisterai pas à des événements où il sera présent. Je bâtis une vie sûre et paisible, et je la protège. J'espère que vous pourrez respecter cela. Avec amour, Aubrey. J'ai cliqué sur envoyer. Je m'attendais à une explosion, mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, une onde lente et silencieuse traversa la famille. Ma cousine Émilie répondit la première, « Bravo, Aube. Il a franchi la ligne. On le voit tous. » Puis ma tante Sandra, « Je suis tellement désolée qu'il t'ait fait ça, ma puce. Nous t'aimons. Nous nous verrons à Noël, séparément. » Même le frère de ma mère, l'oncle Steve, qui prenait d'habitude le parti de Thomas, envoya un court mot, « Un homme ne devrait pas s'en prendre au gagne-pain de son enfant. Ce n'est pas bien. Prends soin de toi. » Thomas avait trop présumé de ses forces. S'il s'était contenté de se plaindre que j'étais ingrate, les gens seraient peut-être restés de son côté. Mais s'attaquer à ma carrière, mentir à mes patrons, c'était de la malveillance pure. Cela le faisait passer pour quelqu'un de dangereux. Au cours des mois suivants, j'ai observé de loin le monde de Thomas commencer à rétrécir. Sans moi pour servir de bouc émissaire, la tension dans la maison Miller n'avait nulle part où aller. Elle se retourna contre eux. Émilie m'apprit que les suites de la fête de fiançailles furent désastreuses. Le fleuriste avait parlé aux autres prestataires du chèque sans provision. Le traiteur exigea le paiement intégral à l'avance pour le mariage lui-même. Thomas ne pouvait pas payer. Le mariage de Chloé a été reporté. Elle est furieuse, me dit Émilie au téléphone. Elle rejette la faute sur papa. Elle dit qu'il lui avait promis un mariage de rêve et que maintenant il l'humilie. Il surle dessus constamment. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je. Et je le pensais. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je ne voulais juste plus être l'éponge qui absorbait leur souffrance. Thomas essaya de me contacter à quelques reprises. Il m'envoya une lettre. Ce n'étaient pas des excuses. C'étaient de fausses excuses, Aubrey, oublions tout ça. Tu as fait valoir ton point de vue. Nous devons redevenir une famille. Ta mère s'ennuie de toi. Je ne répondis pas. Je brûlai la lettre dans mon brasero. Sa réputation en ville commença à changer également. Il avait toujours été l'homme important. Mais on ne peut pas être un homme important quand on ne peut pas payer ses factures et que sa propre fille ne vous parle plus. Les gens parlent. Ils réalisèrent que l'image n'était qu'un hologramme. Il devenait lentement ce qu'il avait toujours craint d'être, quelqu'un d'insignifiant. Pendant ce temps, mon monde s'élargissait. Je n'étais plus seulement la fille de Thomas. J'étais Aubrey. J'ai rejoint un club de randonnée locale. J'ai rencontré des gens pour qui mon nom de famille ne rimait pas avec mélodrame.
J'ai rencontré une femme nommée Léna qui aimait les livres autant que moi. Nous avons lancé un club de lecture. J'ai organisé la première réunion chez moi, au bord du lac. 8 femmes étaient assises dans mon salon. Nous avons bu du vin. Nous avons ri. Le feu crépitait dans la cheminée. Pendant un instant, j'ai regardé autour de moi et j'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. J'ai réalisé que c'était de la fierté. J'avais bâti cela. J'avais acheté le vin. J'avais acheté les chaises. J'avais construit ces amitiés. Rien de tout cela ne m'avait été donné. Rien n'était assorti de conditions. C'était à moi. Cela fait 18 mois que j'ai acheté la maison au bord du lac. C'est l'automne maintenant. Les arbres autour du lac sont flamboyants de couleurs. Rouge, orange, or. C'est d'une beauté à couper le souffle. Ma vie est très différente de celle que j'avais quand j'ai eu 32 ans. J'ai eu une promotion au travail. Marissa, ma manager, a pris sa retraite et elle m'a recommandé pour son poste. Je suis maintenant directrice de la logistique. J'ai mon propre bureau avec une porte qui se ferme. J'ai une équipe de 10 personnes. Quand j'ai eu la promotion, je n'ai pas attendu un appel de mon père pour la valider. Je me suis emmenée dîner. J'ai commandé le steak. J'ai commandé le dessert. Je me suis célébrée moi-même. Mes finances se sont remises de l'apport initial. Mon fonds de liberté grandit à nouveau. J'ai acheté un bateau, un petit ponton avec lequel je sors le dimanche. Je parle encore à ma mère occasionnellement, mais selon mes propres termes. Elle m'appelle quand elle est seule. Elle me parle du temps. Elle me parle des voisins. Elle ne mentionne jamais Thomas. Nous avons un accord tacite. Mon père n'existe pas dans nos conversations. Elle a l'air fatiguée pourtant. Elle me dit que Thomas est à la retraite maintenant, ce qui est un nom de code pour dire qu'il a été poussé vers la sortie de son cabinet. Ils ont réduit leur train de vie. Ils ont vendu la grande maison aux colonnes et ont emménagé dans un appartement. Chloé a fini par se marier. Ce fut une petite cérémonie à la mairie. Je n'ai pas été invitée. J'ai envoyé une carte, mais pas de chèque. J'ai entendu dire qu'elle travaille comme réceptionniste maintenant. Sa carrière dans les RP s'est évaporée quand les financements se sont taris. Je ne me réjouis pas de leurs difficultés. Je n'en tire aucune gloire. Je me sens juste distante. C'est comme regarder une tempête à travers une épaisse vitre de verre. On voit la pluie. On voit le vent tordre les arbres. Mais on est au sec. On est au chaud. Hier, j'étais à l'épicerie en ville. J'ai tourné au coin d'un rayon et je l'ai vu, Thomas. Il poussait un chariot. Il avait l'air pluvieux. Ses cheveux s'étaient éclaircis et ses épaules étaient voûtées. Il portait un jogging, ce qui m'a choqué. Thomas Miller ne portait jamais de vêtements de sport en public. Il fixait le prix du café en fronçant les sourcils. Mon cœur a frappé contre mes côtes pendant une seconde, juste un battement réflexe de peur. Et puis il s'est stabilisé. Il a levé les yeux et m'a vu. Je me tenais là, tenant un panier de pommes. J'avais l'air en bonne santé. J'avais l'air calme. Je portais un beau manteau que j'avais acheté avec mon propre argent. Il a ouvert la bouche. Je l'ai vu lutter. J'ai vu la vieille colère essayer de s'allumer, mais elle a vacillé et s'est éteinte. Il m'a regardé et il a réalisé qu'il ne me connaissait pas. Il ne savait pas où j'habitais. Il ne connaissait pas mon titre de poste. Il ne savait pas qui j'aimais ni de quoi je rêvais. Il m'avait rendu invisible pendant 30 ans. Et maintenant, c'était lui qui ne pouvait plus être vu. Aubrey, dit-il. Sa voix était éraillée. Je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas grimacé. Bonjour, Thomas, dis-je. Je ne l'ai pas appelé papa. Il a tressai. Il avait l'air de vouloir dire autre chose.
Peut-être demander de l'aide. Peut-être exiger des excuses. Peut-être juste demander pourquoi. Mais je ne lui ai pas donné d'ouverture. J'ai incliné la tête une fois, polie et définitive, comme on le ferait à un inconnu que l'on a jadis connu. Puis je suis passé devant lui. Je suis sorti du magasin dans l'air frais de l'automne. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à chez moi, au bord du lac. Quand je suis arrivé, Buster m'attendait sur le porche, la queue frétillante. J'ai déverrouillé la porte. Je suis entré dans la cuisine et j'ai mis les pommes dans un bol. La maison était silencieuse. Pendant longtemps, j'ai cru que le silence était une punition. Je pensais que c'était le son du fait d'être oublié. Mais alors que j'étais là, à regarder l'eau parfaitement immobile, j'ai enfin compris. Le silence n'est pas vide. Il est plein. Il est plein de paix. Il est plein de sécurité. Il est plein de la personne que j'ai toujours été censée être. Mon père a oublié mon anniversaire pendant 32 ans. Mais pour mes 32 ans, je me suis enfin souvenu de moi-même.